Coucou le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour me présenter un peu plus à vous à travers un tag que j'avais repéré déjà il y a pas mal de temps quand je pensais à la création de cette chaîne YouTube. Et je me disais que voilà, pour faire partie des premières vidéos de cette bébé chaîne en devenir, ça pouvait être sympa de vous montrer des jeux en me présentant un petit peu plus pour vous permettre aussi de me découvrir un peu plus largement. Donc je vais reprendre un tag qui s'appelle Je me présente en 10 jeux. Alors j'espère pas dire de bêtises, il me semble qu'à l'origine ce tag avait été créé par les harmoniques de l'amour. Que tu peux retrouver donc sur YouTube. Je l'ai aussi regardé chez Offlan à la Cour des Oracles et chez Sabine Cristal. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ces partages et ça m'a donné envie aussi de reprendre ce tag. Alors, comme d'habitude, je vais y aller à mon rythme, sans montage. Euh, voilà, ça viendra comme ça vient. Il y aura peut-être des digressions. Donc, il y a 10 catégories et je verrai si je m'étale beaucoup trop, ben peut-être que je couperai la vidéo pour la faire en deux parties. Voilà, ce sera au feeling. On va voir ça. Du coup, bah, je t'invite à prendre quelque chose avec toi pour te sentir bien, pour le petit moment qu'on va passer ensemble. Moi, je suis toujours avec ma chicorée. Je bois une petite gorgée et puis on y va tout de suite. Alors, la première catégorie, c'est un jeu qui est en lien avec mon pays. Alors mon pays, c'est la France, bien que j'ai aussi des origines algériennes, donc mon père est algérien et ma grand-mère du côté maternel italienne. Mais je suis née en France, bien qu'une partie de mon cœur est à La Réunion où j'ai vécu adolescente. Et du coup, pour cette catégorie, moi, j'ai pas de jeu dont le thème soit spécifiquement la France. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt de pouvoir mettre à l'honneur des créateurs qui font vivre et revivre des tarots français historiques et qui nous permettent donc d'avoir des copies de ces petits bijoux dans nos collections. Et étant une grande amoureuse du coup des tarots historiques italiens puis des tarots de Marseille, je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Donc je vais vous montrer 3 jeux de créateurs différents. Je vais vous les montrer dans l'ordre a priori de leur origine. Alors, ici, il s'agit du tarot de Jean Noblet, dont la datation est estimée à 1650, qui serait le plus ancien tarot de Marseille de type 1 qui soit connu à ce jour. Donc, celui-ci, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, on a le tarot de Marseille Jean Dodal, donc ici restitué par Jean-Claude Flornoy, qui donc est le tarot de Marseille de type 2 qui serait le plus ancien, bien qu'il y a une petite battle chez les historiens entre ces deux-là, donc le tarot Pierre Madenier de 1709, parce qu'en fait le Dodal, on n'a pas la date exacte, on sait par rapport aux imprimeurs qu'il serait originaire entre 1701 et 1713, à peu près, donc c'est une estimation historique. Le Pierre Madenier, on sait qu'on est sur 1709, donc il reste un petit peu un mystère. Est-ce que celui-ci est antérieur ou est venu juste après, donc entre 1709 et 1713? Voilà, ça fait encore débat, a priori, auprès des chercheurs. Et celui-ci, du coup, a été restauré et restitué par Yves Reynaud. Donc vous l'avez ici, vous pouvez retrouver son site internet. Donc qui est passionné par le tarot de Marseille, les tarots historiques, et qui donc reprend
on va dire qu'il les améliore parfois un petit peu, hein, sur des traits qui ont pu être un petit peu effacés, des couleurs qui ont pu s'effacer un petit peu, des fonds qui seraient un petit peu, des fonds de cartes qui seraient un petit peu trop tachés. Voilà, donc il va faire un travail comme ça de restitution à partir des images qu'il va pouvoir trouver dans les différents musées, à la Banque nationale des images de France, etc. Tout comme Jean-Claude Flornoy, qui lui redessine également, donc à partir des tarots historiques, il a redessiné certains tarots de Marseille, dont celui que je t'ai montré la dernière fois, qui est celui que j'ai le plus utilisé pour moi cette année. Je vais te le montrer, hop. Le Jean Noblet aussi ici. Ben, je vais le laisser là pour te montrer la différence. La différence avec l'autre. Et donc la troisième créatrice que j'avais envie de mettre à l'honneur, qui est française également, c'est la créatrice de l'entreprise Cartogramme. Donc tu l'as ici, qui est donc française également, hein, donc comme Jean-Claude Flornoy et comme Yves Reynaud. C'est pour ça que j'ai choisi ces trois jeux-là. Alors elle, c'est une artisane, hein, carrément, et donc elle propose, donc elle fait aussi de la restitution, de la restauration, des facsimilés. Et elle propose deux types de choses. Donc elle va faire des facsimilés comme ça, manufacturés, qui vont être voilà, à des prix qui peuvent être abordables. Et elle va également proposer des jeux faits de manière entièrement artisanale, à la main, avec du papier d'art, qu'elle découpe elle-même, qu'elle vernit elle-même. Voilà, c'est un travail assez incroyable. Je vous invite à aller voir notamment son Instagram, où on peut voir un petit peu ce qu'elle fait, comment elle procède. Je vous avais déjà parlé d'elle la dernière fois. Je crois que c'était au sujet du tarot schématique qui me fait très envie aussi, donc un tarot de 22 arcanes majeures très symbolique qu'elle a créé. Alors celui-ci, du coup, je vous montre un petit peu. Hop. Il vient dans cette toute petite boîte. Il est tout petit puisqu'il faut savoir que le Jean Noblet, à l'origine, est un des seuls tarots de Marseille retrouvés qui avait une petite taille de carte comme ça. Et vous voyez là où celui-ci de Jean-Claude Flornoy va être redessiné sans usure, si on peut dire, tout en respectant quand même, hein, les illustrations d'origine. Mais voilà, clairement, là, les couleurs ont été refaites, tous les traits ont été comblés, toutes les taches ont été virées. Voilà, donc le Jean Noblet restitué par Jean-Claude Flornoy. Et ici, donc, le Jean Noblet. Alors là, c'est pas c'est restitué tel qu'il est aujourd'hui dans les musées, par cartogramme. Donc là, on a les traces d'usure, on a les dessins au pochoir, les dessins. Les couleurs, on voit qu'elles ont été faites au pochoir, puisque tu vois, ça déborde un petit peu de partout. On a le petit tampon ici sur les cartes, donc qui servait à... déjà, ça pouvait permettre de voir l'endroit à l'envers, et puis ça symbolisait aussi le paiement de la taxe à l'époque des quartiers. Et donc là, on a vraiment un jeu restitué tel quel. On a même, tu vois, entre les différentes cartes des nuances, selon que les papiers, les cartes aient été plus ou moins vieillies par le temps, par l'humidité, par la poussière. Donc celui-ci, c'est un manufacturé. Il est sur un linen, bon, ce que je trouve dommage, mais c'est un linen qui n'est pas grossier, qui est de belle qualité. Donc même si c'est pas ce que je préfère, je trouve que ça rend quand même hommage au jeu. Voilà, et je trouve que ça a un charme qui est encore tout autre que le tarot reconstitué, remodernisé. Si on peut faire une comparaison, peut-être, tu vois la carte de l'ermite que j'ai ici. C'était un cadeau, donc celle-ci c'est une carte vraiment en papier d'art. C'était un cadeau que j'ai reçu quand
quand j'ai commandé celui-ci. Voyons, je vais essayer de te trouver l'ermite pour pouvoir comparer deux cartes du Noblet comme ça. Alors, j'espère que je ne l'ai pas passé. Il est là. Donc là, comme ça te permet de voir, voilà, les deux ermites. Celui des cartes originales, telles qu'elles sont conservées aujourd'hui, et celui qui a donc été restitué par Jean-Claude Flornoy. Je te les montre d'un peu plus près. Donc voilà, c'est pas le même charme. Celui-ci, c'est vraiment un petit bijou de collection. J'ai l'impression d'avoir un morceau d'histoire avec moi. Je l'aime beaucoup. Alors pourquoi j'ai choisi de te montrer du coup les premiers 10 tarots de Marseille de type 1 et type 2 connus à ce jour retrouvés en France? Parce que le tarot de Marseille, donc c'est quand même le premier tarot bien français. C'est quelque chose qui fait partie de notre histoire, de notre culture. C'est l'origine des arcanes majeures telles qu'on les connaît aujourd'hui, dans leur dessin, mais aussi dans leur numérotation, hein, même s'il y a la force et la justice qui changent dans le Rider-Waite-Smith, on reste quand même sinon sur la même numérotation connue du tarot de Marseille, sur les mêmes archétypes représentés. C'est des tarots qui donc sont inspirés, hein, bien sûr, des tarots italiens, mais aussi des représentations médiévales françaises et de l'influence du début de la Renaissance. Donc ces tarots de Marseille, hein, ils sont connus en France à partir du fin Moyen-Âge, début Renaissance. Donc bien avant l'arrivée des occultistes anglais, mais aussi français, hein, qui ont ensuite cherché à interpréter, revisiter, se réapproprier le tarot de d'autres façons. Mais voilà, nous avons nos origines quand même d'histoire française qui sont là. Et c'est ce que j'avais du coup envie de mettre en valeur pour la catégorie un jeu en lien avec mon pays. Alors, je range celui-ci dans sa petite case. Et puis, je te montre du coup rapidement donc, le Dodal de Jean-Claude Flornoy. Donc, je t'ai dit, estimé hein, entre 1701 et 1713 en réalité. Voilà. Donc, celui-ci est assez grand. Le dos de deck. Donc ça, c'est le Dodal restitué. Voilà, il doit y avoir toutes les majeures devant parce que la dernière fois, j'ai dû faire un tirage avec les majeures. Ah, il est même dans l'ordre, donc je devais préparer quelque chose. Je sais pas quoi. Des fois, je commence des choses et puis... Et puis ma tête s'en va ailleurs avant que j'ai eu le temps de les finir. Donc voilà pour le Dodal dont moi personnellement j'aime beaucoup les expressions, les têtes des personnages. Voilà, ils me font rire. Regardez le valet de denier. J'aime beaucoup cet air. Donc voilà pour le Dodal, autre tarot français historique. Bien qu'il soit ici un petit peu arrangé. On lui a refait une jeunesse, on va dire ça comme ça. Et le dernier, donc, qui est vraiment un de mes Marseille, si c'est pas mon Marseille préféré, je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose parce que j'ai beaucoup étudié avec celui-ci. Il est connu pour avoir des traits d'une finesse assez rare dans les conceptions de tarot de l'époque.
Donc je vous ai dit, celui-ci restitué par Yves Reynaud, qui a une boutique incroyable, il faut que vous alliez voir. Et celui-ci, il se trouve dans sa petite boîte. Alors en plus, on est sur un carton très agréable, qui n'est pas ou très très peu plastifié. Alors, tu as le dos de deck qui est comme ceci. Et voilà le madonnier. Donc, tu peux voir quand même la finesse des traits par rapport aux deux jeux précédents. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, Yves Reynaud a fait le choix de garder les traces qui étaient marquées sur les fonds des cartes, même s'il les a un petit peu atténuées, pour pas non plus trop parasiter la lecture. Mais tu sais, vu que les cartes ont été collées entre elles pendant longtemps avec l'humidité, ben on pouvait avoir des traces de d'autres cartes qui apparaissaient sur les fonds. Tu le vois ici? Et là, voilà, ça a été un petit peu conservé dans cette édition-là. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça lui donne le charme de l'ancien. Voilà, tu vois le valet de denier, là, on n'est pas du tout sur la même expression, le même visage. Je le trouve vraiment très beau, ce jeu. C'est l'un de mes grands chouchous des Marseille. Donc voilà pour les jeux. Je pouvais pas en choisir un parmi les trois, donc j'ai choisi les trois plus anciens connus à ce jour. Pour ce qui est des créations françaises. Cette étoile, elle me touche beaucoup. Voilà, voilà. Bon, je vais pas te passer toutes les cartes parce que sinon, je vais encore me retrouver à faire un truc en 4 parties où on va pas s'en sortir. Alors, toi, tu retournes dans ta petite boîte. Hop. Voilà pour mon choix pour cette catégorie-là. Ensuite, de quoi je vais te parler? On va te parler de mon enfance. Tiens donc, je bois une petite gorgée. Parce qu'après, sinon, c'est froid. Ok. Alors, pour te parler de mon enfance, je vais pas te raconter toute mon enfance là maintenant, donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple pour moi. Quoique, tu auras quand même un petit peu plus d'éléments sur les autres catégories, parce que je pense que ça va m'emmener à aborder d'autres choses par la suite. Mais pour cette question, donc un jeu en lien avec mon enfance, j'ai choisi le Little Wizard Tarot de Push Kitty. Donc, c'est une petite boîte aimantée, comme ceci. Et c'est un tarot qui met à l'honneur l'univers de Harry Potter. Mais ici, qui ne se calque pas donc sur les images des films, mais on est sur des dessins. Et ça fait une différence à l'intérieur de la boîte. Le dos de deck et les tranches violettes que j'adore. Je t'ai dit comme j'aimais le violet. Alors, pourquoi j'ai choisi ce jeu pour te parler de mon enfance?
Euh, on m'a offert, moi je vais te le montrer tout de suite. Voilà, ça c'est un vrai trésor. Je m'en séparerai jamais, je l'espère. Il faut jamais dire jamais, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais conserver. Il y a une part de moi là-dedans, il y a une part de mon âme d'enfant. Et puisqu'on est dans Harry Potter, on peut même se dire que ce livre est peut-être l'un de mes Horcruxes. Donc comme tu le vois, il a bien vécu. Ce livre, on me l'a offert quand il est sorti. Donc il me semble qu'en France, il est sorti en 99 ou en 2000. Il me semble que l'édition anglaise c'était 98 et que c'était juste après. Donc tu vois, il a dû vécu. Moi j'avais 7 ou 8 ans. Et ce livre, ça a été une révélation. Ah, j'adore, tu vois, il est taché, il est jauni, il sent le vécu. Et regarde, je te confie un petit... voilà, c'est pas trop touchant. Ouais, pour te dire à quel point ce livre a compté pour moi, pour que j'écrive ça ici. J'étais pas ouf en orthographe hein, à l'école primaire apparemment. Mais voilà, pour te dire à quel point ce livre m'a marqué, a compté pour moi. Et tu vois, j'avais déjà l'intention, petite fille, qu'il puisse me suivre toute ma vie et même être transmis. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Donc Harry Potter, les livres m'ont suivi donc de ce premier livre-là et puis ensuite jusqu'à mon adolescence. J'ai lu, j'ai lu tous les livres, ils ont vraiment été ils ont accompagné mon cheminement, hein, vraiment. Donc petite, j'avais une très grande passion pour la lecture, pour l'écriture et pour le dessin. Et Harry Potter a été aussi un tremplin, une grande source d'imagination, de créativité pour moi, d'inspiration. Euh, c'est une chose à laquelle aussi je pouvais m'identifier. Ça avait pour moi une portée cathartique. Tu sais, la catharsis, si ça te dit rien, c'est le principe selon lequel le fait de pouvoir vivre des émotions intenses à travers des films, des livres, des spectacles, la musique, ça va permettre à des émotions en nous de pouvoir être exprimées à travers une œuvre, en fait, donc de façon saine, de trouver un chemin, une voie, et non pas d'exploser quand on les garde en cocotte minute. Donc ça, c'est la catharsis, le fait de pouvoir projeter son émotionnel comme ça dans... Et c'est vrai que bah, ça a été un peu le cas pour moi avec Harry Potter parce que je me retrouvais un petit peu dans ce petit garçon qui ne vivait pas avec ses parents biologiques, euh, voilà, hein, qui était dans une grande recherche d'identité, de sens, et qui donc allait chercher à c'est en lui, c'est ses propres pouvoirs en fait, hein, pour transcender tout cela. Donc Harry Potter, pour moi, ça a été vraiment un allié de cheminement. Ça a été un refuge, ça a été une façon de m'évader, de voyager. Ça m'a ouvert aussi à des aspects de questionnement sur le monde, philosophique, etc. Même si à l'époque, je ne savais pas encore que ça s'appelait de la philo. Je trouve qu'Harry Potter a une portée très philosophique et spirituelle. Donc, voilà, j'ai choisi ce tarot-là
pour un tarot qui pourrait te parler un peu de mon enfance, de l'enfant que j'étais, de quelque chose qui m'a marqué et accompagnée. Donc je l'aime vraiment beaucoup ce tarot. Je le ressors en général sur la période automne jusqu'à la Noël. Oh, j'adore cette force. En plus, elle me parle beaucoup parce que j'ai eu une phobie des araignées très longtemps dans ma vie. Et le fait aussi ici pour se confronter à ces peurs, d'imaginer sa peur dans une situation où elle est ridiculisée. Hein, dans l'histoire d'Harry Potter, il y a à un moment donné cette transmission-là. Ça me parle beaucoup, j'adore. Voilà. Et en plus, quelque chose de trop chouette, c'est que ce livre-là, je l'ai relu du coup avec ma fée au même âge. Donc elle avait le même âge que lorsque moi je l'ai lu la première fois. Et donc nous n'avons pas acheté un nouveau livre Harry Potter. Nous avons lu ensemble celui-ci. Et elle a comme moi le goût des vieux livres qui ont vécu. Ça, c'est pépite. Donc voilà pour un tarot qui te parle un peu d'une part de mon enfance. Je vais boire une gorgée. Pour la troisième catégorie, on va parler un tarot en lien avec ma famille. Alors, compliqué cette question. J'ai réfléchi un petit moment d'abord sur quelque chose en lien avec l'histoire familiale, tout ça. Non, j'ai pas eu envie d'y entrer. Donc, je vais faire autrement, mais ça va quand même te donner un petit aperçu. Je vais te parler du Cosmic Cycle Tarot, donc qui se trouve dans cette petite pochette créée par Célia Mélesville, de super belle qualité avec des petites breloques comme ça. J'aime beaucoup. Alors, donc moi j'ai quoi? J'ai la seconde édition du jeu. Donc je sais qu'il était sorti une pink édition avec un super coffret collector limité, tout ça. Je me suis posé la question, puis finalement je me suis dit que mon exemplaire m'allait très bien. Donc je ne suis pas partie dans la course au toujours plus, là ce coup-ci. Je suis restée avec mon exemplaire. Donc, il est hyper connu, hein, donc je ne vais pas plus te le montrer que ça. Mais du coup, pourquoi je te parle de ce jeu ? Parce que du coup, ce jeu, ça a été et c'est toujours le tarot préféré de ma fée. Donc, il faut savoir du coup que depuis 6 ans maintenant, j'ai accueilli et j'élève donc ma petite sœur. Donc quand elle est arrivée, elle avait 7 ans et demi et elle en a aujourd'hui 13. Donc ça commence quand même à faire un sacré chemin ensemble. Et donc voilà, suite à des drames familiaux et une totale incapacité parentale que je ne vais pas te détailler ici, elle risquait un placement et donc j'ai souhaité pouvoir l'accueillir.
Du coup, le tarot, c'est quelque chose qui l'a, très vite intéressée. Elle me voyait, voilà, faire mes tirages, mon journaling, faire mes petits, rituels, d'intention, d'introspection à la lune et cetera. Et donc forcément, hein, quand on a 7, 8, 9 ans, 10 ans, ben, il y a beaucoup de mimétisme. Donc elle était toujours à côté de moi. Elle voulait tout comprendre, elle voulait tout savoir. Elle me posait tout un tas de questions. Et puis elle voulait elle aussi des cartes. Et puis donc voilà, je lui ai offert quelques jeux. Et j'ai attendu de voir qu'elle accroche vraiment avant de lui proposer de lui offrir un jeu indépendant. Donc elle avait des vues sur le Cosmic Cycle depuis un moment. Et nous sommes allés donc au Tarot Festival ensemble. Et c'est à ce moment-là que je lui ai offert du coup son exemplaire du Cosmic Cycle, donc sur le stand de Nicolas du Salon des Arcanes. Voilà, qui avait été adorable parce qu'il lui avait donné un petit badge aussi, trop chou. Et du coup, voilà, pour moi, ça représente vraiment ce lien avec elle, tous les moments de transmission, de partage que nous avons pu passer autour des cartes ensemble pendant des années. Aujourd'hui, tu vois, elle est maintenant pré-ado. Donc voilà, on a envie de se différencier, voilà, d'explorer d'autres choses à sa manière, de marquer un petit peu une séparation. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse moins aujourd'hui. Elle a plus trop envie de s'y tourner, la flemme et puis tout ça. Mais du coup, elle n'a pas souhaité garder sa collection de cartes. Par contre, elle a souhaité conserver celui-ci qui lui tient à cœur, qui reste son favori. Et de temps en temps, elle se met quand même une petite carte sur son bureau. Et autre chose, du coup, pourquoi il m'évoque aussi la famille, bah parce qu'on avait un petit truc, elle et moi, avec ce jeu-là, où en fait, on faisait un petit jeu, c'est-à-dire qu'on prenait une carte, et le jeu, c'était ça, c'est moi quand. Et on devait continuer en associant la carte à un souvenir qu'on avait, à quelque chose qu'on avait vécu, ressenti, etc. Et donc, on faisait défiler carte après carte. Ça, c'est moi quand. Voilà. Et ça nous permettait d'échanger sur des ressentis, sur des vécus, de faire travailler nos souvenirs. Voilà, tu vois, ça, c'est moi quand j'ai fait un vœu pour, etc. Et on trouvait comme ça pour chaque carte une association à nos vies. Et c'est quelque chose où voilà, je prenais le jeu de cartes dans mon sac, on partait en balade, on pouvait se poser dans un parc et puis hop, on se faisait ce petit jeu toutes les deux qu'on aimait beaucoup partager. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Et une autre chose aussi, c'est que ça a été du coup un support pour travailler aussi sur l'histoire familiale, les blessures, pour mettre du sens, pour aller se connecter à ces ressources. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé forcément pour appréhender tout ça avec elle, parce que vous imaginez bien que c'est quand même pas rien à vivre, hein. Voilà, voilà. Pour la troisième catégorie, donc un jeu en lien avec ma famille. Non, je ne le remets pas dans la boîte. Je ne l'ai pas dit. Donc, jeu créé par Martina Rasso et Myriam. Voilà. Oh non, encore, il va pas vouloir me faire le focus. Voilà, voilà. Je vais à nouveau boire une petite gorgée. Et puis ensuite... Ah oui, ensuite, on va rentrer dans une catégorie où du coup, j'ai fait 3 sous-catégories.
C'est la catégorie donc jeux en lien avec mon passé. Donc là, on est à 34 minutes. C'est déjà tiède. Je mets sur pause une seconde pour faire réchauffer ma chicorée et je reviens tout de suite. Et me revoilà avec ma chicorée bien chaude. Alors, vous savez que j'ai quand même découvert, digression, mais j'ai découvert il y a une semaine que je pouvais mettre les vidéos sur pause quand j'étais en train de filmer, sans passer par du montage. Voilà, vous moquez pas. Et c'est quand même génial. Donc, je vais maintenant vous montrer des jeux en lien avec mon passé. Donc, pour cette 4e catégorie, j'ai décidé de la faire en 3 parties pour vous parler du coup de 3 temps de mon passé. Et j'ai plutôt choisi du coup le passé adolescente jeune adulte. Ok. Et pour vous situer un petit peu, moi aujourd'hui j'ai 32 ans. Alors, le premier que j'ai choisi, je vais vous le faire dans l'ordre chronologique du coup. Le premier que j'ai choisi, c'est le Final Rose Tarot. Alors, Final Rose Tarot. Je regarde s'il y a le nom de la créatrice sur la boîte, mais non. Donc, il se présente comme ceci. Je pense que vous le connaissez aussi. Le concept de ce jeu, c'est donc qu'il est structuré en s'inspirant. J'aimerais bien quand même pouvoir vous donner le nom de la créatrice. Ben non, là, on a de suite les arcanes majeurs. Ici, Amélia Rose. Donc, pour l'illustratrice, Amélia Rose. Donc, c'est un jeu qui s'inspire des télé-réalités sur les thématiques de l'amour, nées aux États-Unis, notamment principalement du Bachelor, il me semble. Qu'on a pu voir aussi en France par la suite, dans les années 2000, je crois. Donc, du coup, c'est un tarot hyper girly, hyper très inspiré du coup télé-réalité, fête, drama, crush, séparation. Voilà, il est un petit peu spécialisé comme ça sur la thématique du love, bien qu'on peut aussi faire d'autres tirages avec. Honnêtement, j'avais beaucoup hésité avant de l'acheter parce que ce côté tout rose et brillant là me faisait mal aux yeux. J'aime bien le rose, mais à petite dose. Cependant, il est très intelligemment construit. Il est quand même très atypique, assez unique. Et je le trouve super fun, super pertinent dans sa thématique. Et donc, j'ai quand même eu envie qu'il rejoigne ma collection et je n'ai aucun regret. C'est pas un jeu pour lequel que j'hésite à garder, quoi. Je suis très contente qu'il soit là. Alors, je vous montre quelques cartes en vous racontant un petit peu pourquoi j'ai choisi ce jeu pour faire le lien avec mon passé de jeune adolescente inconsciente. Inconsciente, mais passionnée, en quête de vie, mais aussi en quête de validation extérieure. De mes 17 ans, oui, c'est très jeune. De mes 17 ans à mes 21 ans, on va dire que le contexte familial peut permettre de comprendre aussi ce cheminement, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. J'ai eu un chemin compliqué dans mon enfance, mon adolescence. À 17 ans, je suis partie de chez moi.
J'étais vraiment dans une quête de validation, de reconnaissance, de pouvoir. J'avais de gros problèmes sur tout ce qui est la thématique. J'étais en recherche sur ces thématiques de pouvoir, d'enjeux de pouvoir homme-femme, de domination. Donc moi, je cherchais une prise de pouvoir vis-à-vis d'un masculin qui pour moi était monstrueux, hein, des expériences que j'avais pu en vivre, notamment à travers les expériences de ma mère, hein. Et j'étais aussi dans une quête, moi, hein, de mon image, de reconnaissance aussi, parce que j'avais pas eu, voilà, mon papa n'était pas très présent dans ma vie, et je pense qu'il y avait aussi une recherche. Je n'avais pas de repère féminin, puisqu'il y avait eu un abandon de la mère, et donc j'étais aussi en quête de cette féminité qui est passée du coup par quelque chose de très extrême et très exacerbé. Et un petit peu tout ce terreau-là a fait que, donc de mes 17 à mes 21 ans, j'ai été danseuse, stripteaseuse, performeuse pole dance. Euh, donc j'ai travaillé, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des after-work, j'ai fait des boîtes de nuit, j'ai fait des salons, des festivals. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai aussi fait de la photo, des défilés. Euh, Et ce jeu, en fait, tiens, regarde, le beefsteak là, il est pas beau? C'était moi le beefsteak, tu vois. Euh, donc c'est une expérience dans laquelle il y a eu toutes ces quêtes-là. Je trouve que ce jeu matche bien. Pourquoi? Parce que tout ce monde-là, bah, c'est un monde d'apparence, hein, c'est un monde d'artifice, c'est un monde hyper girly, de strass, de paillettes, de fêtes, euh, de représentation extérieure, où tout est mis en scène, où tout est exacerbé. Euh, donc sur ce côté un petit peu caricatural, comme ça, je trouvais que ce jeu pouvait coller à cette période-là. Il faut savoir que ça a quand même été une véritable passion, hein, notamment la danse et la pole dance, hein, qui sont toujours des passions, même si je suis limitée aujourd'hui par ma réalité physique. Mais j'ai une barre de pole dance à la maison et voilà, je pratique toujours un peu à toute petite dose, bien évidemment. Ça a été donc une passion, hein, et tout un chemin en fait d'apprentissage, hein, de la vie, de mon rapport aux hommes, de mon rapport à ma féminité, de mon rapport aux apparences, euh, mon rapport à mes blessures, comprendre ce que j'allais chercher là, quelle quête il y avait derrière, tout le rapport au masque social. Euh, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et ça peut faire penser un peu à une vibe, une ambiance un peu télé-réalité, hein, quand on est dans ce milieu-là. Donc à la fois une expérience très riche et passionnelle, à la fois une expérience très révélatrice et destructrice aussi sur certains aspects. Il y a des choses qu'il m'a quand même fallu aller réparer après ça. Donc j'ai choisi le Final Rose pour te parler de ce bout de ma vie qui fait aussi partie de ce qui m'a amené à cheminer vers la femme que je suis aujourd'hui. Et à comprendre certaines choses qui pouvaient se jouer en moi pour ensuite pouvoir aller les mettre en lumière et les soigner. Et me réapproprier ma féminité de façon tout à fait différente aujourd'hui. Donc voilà pour une part de mon passé avec The Final Rose Tarot. Ensuite, j'ai eu plusieurs vies, hein, je le dis. J'ai choisi pour une deuxième tranche de vie le Banksy Tarot
Ok, donc il y a écrit sur la boîte, hein, Fuck this imperialist bullshit. Ce n'est pas le nom du tarot, hein, c'est une des illustrations. On n'a pas les créatrices sur la boîte. Donc c'est le Banksy Tarot. Moi je l'ai depuis longtemps, j'étais tombée dessus par hasard sur Etsy en cherchant des choses sur Banksy. Alors, Banksy, il fait du street art, c'est très mystérieux Banksy puisque personne ne connaît son identité réelle aujourd'hui. C'est quelqu'un qui agit donc sous un pseudonyme, qui ne se montre pas et qui ne revendique pas ses œuvres à son nom, hein. Donc c'est un artiste street art très engagé, indigné, qui va du coup énormément dénoncer la société du capitalisme libéral, les injustices sociales, le racisme, les guerres, voilà, toutes ces choses-là. Et on peut du coup retrouver des œuvres de Banksy un petit peu partout, dans des endroits assez osés, un petit peu partout dans le monde. Et ce jeu donc a été créé par deux créatrices. Alors, où est mon petit... Ah, il est là. Voilà, cette carte, je l'aime beaucoup. En gros, si tu veux aller au bout de ton truc, arrête de demander la permission. Je l'adore. J'ai un t-shirt de Banksy que j'adore aussi. Alors, c'est ici. Je vais essayer quand même de vous donner les créatrices. Ok. Donc, en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont repris des images célèbres de street art de Banksy. Ok. Ah, le focus ne se fait pas très bien. Elles ont repris donc des créations de Banksy et elles y ont associé des cartes de tarot et ah oui, il y avait une carte supplémentaire, street artist. Donc c'est Shiloh Lewis et Lorraine, hop le focus, et Lorraine Musique. Et leur entreprise s'appelle Kupti Liu Art Studio. Si tu veux aller voir, moi je l'avais trouvé il y a quelques années sur Etsy, mais je sais que j'ai des copines qui m'ont dit, je crois qu'elles avaient réussi à le trouver l'année dernière. Je sais plus. Donc, à toi d'aller voir si ça t'intéresse. Si tu veux voir toutes les cartes, j'ai fait un réel sur Instagram où je fais défiler comme ça toutes les cartes, où je fais une description de ce jeu. Mon Insta, c'est Olivia Phoenix, si tu me découvres. Et que ça t'intéresse, tu peux jeter un œil. Alors, je te montre un petit peu quelques cartes en te racontant. Celle-là, je vais la remettre dans le livret. En te racontant pourquoi j'ai choisi ce jeu. Donc là, je te parle plutôt de la période qui est celle de mes 21 ans à mes 25 ans à peu près. Ok. Donc là, on rentre dans une phase où j'ai arrêté de travailler dans le milieu de la nuit. J'ai traversé une période compliquée et puis je me réoriente dans le social. Donc à cette période-là, je travaille notamment... on va commencer par le début. Je suis dans une phase où j'ai une grande désillusion sur le monde, où je suis particulièrement révoltée, indignée. Ma vision du monde, c'est vraiment un combat, c'est l'enfer.
je ne vois qu'à travers toutes les injustices sociales, toutes les inégalités, tous les intérêts de profit personnel. Je suis très très en colère contre la société, contre le système familial. Euh, donc à cette période-là de ma vie, moi je me redirige dans le social et en parallèle je suis aussi une militante très engagée. Donc j'interviens dans plusieurs associations, une association qui fait des maraudes pour les SDF et qui aide pour faire les courriers et les papiers. Une autre association qui aide les mineurs isolés étrangers, donc principalement des jeunes mineurs qui arrivent d'Afrique, qui sont à la rue et qui donc on les accompagne à l'hébergement, mais également dans les démarches auprès de l'État pour essayer d'obtenir une reconnaissance de de leur minorité et une prise en charge donc par l'aide sociale à l'enfance. On faisait également des ateliers en attendant qu'ils puissent avoir une prise en charge d'apprentissage du français, etc. Je fais également, je suis une zadiste aussi à cette époque-là, donc je passe du temps notamment sur la ZAD du Testé à l'époque. Donc c'est sur cette ZAD-là qu'il y a eu la mort de Rémi Fraisse, un militant. Puisqu'il y a un tir de flashball qui lui est arrivé entre le dos et le sac à dos, qui a explosé là et qui l'a tué. Donc j'ai été très engagée sur cette ZAD et puis par la suite sur tout un tas de manifestations anti-répression policière, violence policière, etc., violence d'État. Donc les ZAD, si tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire zone à défendre. Et le principe, en fait, c'est d'aller se positionner pour occuper des lieux de nature sur lesquels sont prévues des constructions que l'on juge nuisibles pour la nature, pour l'environnement et pour l'humain qui y vit. Et donc, tout un tas de gens se retrouvent sur ces espaces pour les occuper, pour essayer de ralentir les travaux, de faire des recours en justice et de faire cesser donc, les avancées de certains projets. Donc pour la ZAD du Testé sur laquelle j'étais, c'était le projet du barrage de Sivens qui se faisait sur une zone humide qui allait détruire une zone humide très importante en termes de faune et de flore dans le Tarn. Et donc ce tarot m'évoque toute cette période de désobéissance civile, avec ce côté un peu révolutionnaire, anarchiste, marginal que j'avais toujours avec mon sac à dos. On a également fait avec une amie qui est très chère à mon cœur, Sassou, si tu passes par là. On a fait des actions Anonymous, on suivait les actions des Anonymous et notamment ça me fait penser à Banksy parce qu'il y avait une action où c'était le principe une nuit, donc on sortait la nuit, c'était trop rigolo, on s'était habillés comme des ninjas et en fait avec des craies, c'était de marquer sur les sols, sur les murs de la ville, partout, des messages pour réveiller les consciences et envoyer de l'humanité et de l'amour, quoi. Et c'est un excellent souvenir. Donc ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle aussi, c'est la période où je faisais du rap. Donc j'écrivais et je rappais, toujours pareil, dans une volonté de rap conscient qui dénonce les inégalités, les injustices, les abus et qui veut réveiller les peuples, quoi. Très indignados dans la vibe. Alors, je trouve que c'est très bien d'avoir ce côté engagé,
Sauf que je me suis rendu compte que j'allais un petit peu dans un extrême où en fait j'étais tellement enragée que ça me consumait de l'intérieur. Moi, je voulais vraiment tout brûler, quoi. Pour moi, il fallait brûler le système et en fait, je ne voyais qu'à travers tout ça et j'étais plus capable de voir aussi le beau dans la vie. Et en fait, j'étais pas en paix puisque j'étais tout le temps dans cette colère et cette révolte. À un moment, j'ai compris que c'était pas forcément en allant me faire frapper par des matraques en manif que j'allais changer le monde et que bah, ça passerait peut-être par. Il y avait peut-être d'autres moyens aussi d'apporter ma contribution sans me faire mal en permanence. Ouais, celle-ci, elle est très belle et ça résonne par rapport à ce que je vous dis là. Voilà, tu vois, pour apprivoiser ce lion, elle n'a pas d'arme, elle n'a que ce ballon en forme de cœur. Et ses valeurs et sa force de conviction. Donc le Bansky Tarot me fait penser à toute cette période de vie, donc je te dis à peu près de mes 21 ans à mes 25 ans, hein, 24-25 ans, avec Kenny Arcana dans les oreilles à fond et tout cet engagement-là, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan du coup plus personnel également. Donc voilà pour le deuxième point sur mon passé. Je comprends pas pourquoi le focus ne se fait pas, ça marchait bien au début. Et on n'est pas loin d'une heure. Je vais boire une petite gorgée. On n'est pas loin d'une heure et là tu vois, je vais finir le point 4. Donc je pense que cette vidéo, je vais la faire en 2 parties du coup. Je pense que je vais m'arrêter au point 5 pour cette première partie et que je ferai les 5 derniers points sur une deuxième partie. Comme ça, peut-être que c'est plus facile à visionner pour toi. Oui, je pense que je vais faire ça. Ok. Donc là, on part sur troisième partie de ma vie liée à mon passé, donc. Et j'ai choisi. Alors là, il n'y a pas un, mais il y a 3 jeux qui ne peuvent pas être séparés, en fait, pour moi. Voilà, nous avons ici l'ancien tarot de Marseille, classico-classique, de chez Grimaud, l'oracle de la Triade, qui est... non, c'est pas... C'est les éditions du Gange. Et l'oracle Tao, c'est aussi les éditions du Gange. Alors, ces 3 jeux ont été... Ce sont mes tout premiers jeux, ces 3 jeux-là. Dans cet ordre. Voilà. Ces 3 jeux-là, ce sont les tout premiers jeux qui ont croisé mon chemin, qui se sont présentés à moi. C'était en 2013, donc il y a 12 ans déjà. Hein. J'avais 21 ans du coup. Mais je les ai choisis pour... donc, ils ne peuvent pas être séparés parce que, voilà, ce sont mes premiers. Et en fait... je pense que ces jeux-là, je ne pourrais pas m'en séparer. J'ai énormément cheminé avec eux. Ils ont été les seuls et uniques jusqu'en 2018. Ce qui est énorme, hein. C'est-à-dire que, tu te rends compte, pendant 5 ans, je n'ai pratiqué et découvert qu'avec ces 3 jeux-là.
Et pour autant, j'avais une grande richesse de pratique aussi, hein, donc ça veut rien dire. C'est pas forcément la taille de la collection qui fait la richesse. À l'époque, donc je n'étais pas collectionneuse. C'est arrivé à partir de voilà de 2010-2019. Donc ces jeux-là, je t'en parle pour la période de ma vie justement de 2018. Donc quand je n'avais encore que ces trois jeux-là avant d'acheter les suivants. 2018, pourquoi? Parce que c'est la période de ma vie, donc comme j'ai pu te le partager un peu dans les vidéos précédentes et aussi dans le podcast du Salon des Arcanes Voyage en cartothèque. J'ai donc vécu à 25 ans, en 2018, un cancer du sang, donc du système lymphatique, plus précisément un lymphome. Et en fait, ces trois jeux-là, donc ce sont les seuls que j'avais sur... Ouais, donc les autres sont arrivés à 2019. Sur 2018, toute la première année de la maladie et ses traitements, et chimio, tout ça, je n'avais que ces trois jeux-là. Et c'est à cette période qu'en fait mon approche a totalement changé. Euh, Là où je me cherchais un petit peu avant, puis les cartes, elles partaient, elles revenaient, j'essayais des choses. Voilà, c'était pas... c'est vraiment à cette période-là où j'ai commencé à avoir une pratique, je dirais, beaucoup plus en profondeur, en conscience, en responsabilité, et que ça a commencé voilà, à pouvoir être un support vraiment de travail en profondeur. Donc, c'est une période où moi j'ai vécu un grand chemin de dépouillement, hein, où voilà, il s'agissait d'enlever les couches, de descendre en soi. Ça a été finalement une expérience de petite mort, puis de renaissance, de rappel à soi. Avec énormément de nettoyage, hein, de prise de conscience. Et ces trois jeux-là sont les trois jeux qui m'ont suivi dans mes chimios, qui m'ont suivi dans mes hospitalisations. J'ai énormément travaillé, cheminé avec eux. Donc voilà, pour les alliés, les guides qu'ils ont été, le portail de connexion, de dialogue intérieur, de prise de conscience, de libération et d'éveil aussi à une part de moi plus subtile. Eh bien, ils sont particulièrement chers à mon cœur et ils représentent du coup aussi ces 2 années de chimio et tout ça, du cheminement intérieur qui est venu avec. Alors moi, du coup, j'ai les anciennes éditions, puisque je les ai achetées en 2013, 2012, 2013, je t'ai dit. Je crois que les boîtes ont changé, parce que moi, tu vois, celle que j'avais, là, c'était la reproduction de 80... Ah, ça fait pas le focus. De 98, je vois que maintenant sur Vinted, ils commencent à se vendre assez cher ceux-là, dans cette version. Honnêtement, pour ces deux jeux-là, ils sont géniaux. Mais je te les déconseille seuls. C'est-à-dire que pour moi, les livrets sont vraiment importants pour pouvoir travailler en profondeur, appréhender tous les symboles et la richesse de ces jeux-là. Donc l'oracle de la triade créé par Dominique Duplat chez Gange Édition. Donc il y a un livre assez complet qui va avec, hein, que je ne te montre pas parce qu'il est de l'autre côté dans ma bibliothèque. Ah oui, il y a le livret de l'oracle bleu parce qu'il ne rentrait pas dans la boîte. Donc c'est un oracle qui est vraiment axé sur la symbolique, la numérologie aussi, qui est importante dans ce jeu, les couleurs. On a un peu de reflets. Oh là là, il ne veut pas du tout m'aider sur le focus. Voilà. On a des inspirations de symbolisme de diverses cultures dans le monde.
de diverses mythologies, spiritualités, pratiques ésotériques. Et on a un travail vraiment important, donc je te disais, sur la numérologie dans le livret aussi. En apparence, ça peut paraître simple quand tu vois la carte comme ça, mais il permet d'aller assez loin dans la richesse de construction qui a été celle de l'auteur. C'est pour ça que je recommande vraiment le bouquin. Donc voilà, il est assez connu, je ne te montre pas trop de cartes, mais vraiment, il a été incroyable. Donc tu vois qu'il a bien vécu. Il a fait le taf. Et je l'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais je l'aime énormément. Donc c'est un oracle qui est assez complet dans le sens où c'est pas un oracle doudou avec les petites affirmations positives et des mots gentils pour te coucouner. Voilà, on a des cartes assez difficiles. Voilà, celle-ci notamment. On a des cartes, voilà, positives, négatives, avec beaucoup de nuances et de thèmes diversifiés. Si tu aimes la symbolique, il y a aussi plein de choses à aller étudier et ça a du coup été aussi une porte d'entrée sur l'exploration de l'univers un petit peu ésotérique. Hein. Donc voilà, ils sont venus dans ma vie avant, mais c'est sur la période de la maladie que le travail avec ces jeux a pris une toute autre dimension et a changé à tout jamais mon approche des cartes. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le deuxième, ça a été l'ancien tarot de Marseille, hein, de Grimaud. Que tu connais forcément très bien. Donc, je ne vais pas te le montrer. Ok. Voilà. Classico-classique, mon tout premier. Ma porte d'entrée sur le tarot. Je travaillais à l'époque principalement avec les arcanes majeures. C'est par la suite que j'ai développé les mineurs. Ça a aussi été un support d'écriture libératrice important. Et l'oracle Tao, que j'aime d'amour, je te reparlerai de ce jeu-là parce que je prévois de te faire une vidéo sur une thématique. Je ne te dis pas tout de suite, mais du coup, ce jeu reviendra te dire un coucou à cette occasion. Donc, créé par Madeva Padma, ok, inspiré donc de la spiritualité, de la philosophie chinoise du Tao et du Yi King, le livre des mutations, des transformations. Donc, dans le Yi King, le livre des transformations, on a 64 hexagrammes qui se construisent à partir de 2 trigrammes à chaque fois. Donc là, c'est un trigramme. 2 trigrammes forment un hexagramme. Okay. Donc ces cartes, tout simplement, ont une carte pour chaque hexagramme qu'il existe dans le Yi King, c'est-à-dire 64. Et pareil, tu as des mots-clés et un petit livret qui est pas trop mal. Mais honnêtement, il y a un livre qui va avec, un grand livre, que je recommande grandement si tu veux approfondir cette approche. Je l'aime énormément. Mais je vais pas trop m'étendre dessus maintenant parce que justement, j'aimerais vous en parler davantage à une autre occasion.
Voilà, tu vois à chaque fois. Moi j'aime beaucoup les illustrations. Ce sont des grandes cartes. J'ai des grandes mains, mais ce sont quand même des grandes cartes. Est-ce que je peux te faire une comparaison? Voilà, c'est quand même des grandes cartes, hein. Je déteste ça, les grandes cartes, mais celui-ci, je lui pardonne. Ah, je t'ai pas trop montré le dos. Voilà. Je suis pas douée pour faire le téléachat des jeux, moi, hein. C'est pas mon... J'ai envie de te parler. Donc, tu vois, on a une illustration. On a un code couleur. On a les éléments des trigrammes associés. Donc, ici, c'est O et O. L'hexagramme que ça forme, le numéro de l'hexagramme et son titre. Et ensuite, on a des mots-clés. Donc, ici, par exemple, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage à mobiliser, quoi. Je te montre quelques illustrations. Donc moi, je le trouve très beau, vraiment. Je suis sensible. Après, voilà, il me rappelle tellement tout le chemin fait ensemble et il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué, donc d'où peut-être l'attachement aussi à ces illustrations, à ce jeu. Elles ne sont pas neutres quand je les observe à nouveau. Celui-ci, je travaille toujours avec. Regardez comme c'est beau. Je l'utilise toujours assez régulièrement. Mais ce jeu, je ne l'ai utilisé que pour moi-même. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter. Tu vois, il me happe vraiment cette carte. Qu'est-ce que j'ai pu la tirer? Voilà. Pour ce jeu, donc ces trois jeux-là, qui sont les premiers, les tout premiers, et qui du coup ont été mes compagnons pendant la première année du parcours de maladie, avec lesquels j'ai vécu des aventures intérieures incroyables qui m'ont marqué pour toute ma vie. Donc ce sont les jeux que j'ai choisis pour te parler de mon passé, d'une troisième part de mon passé. Hop, je vais boire une petite gorgée. À combien de temps on est? À 1h13. Bon, bah c'est bien, le temps de finir le petit 5. Alors, pour le petit 5, la thématique, c'est un jeu en lien avec mon activité professionnelle. Du coup, pareil, j'ai choisi de faire en deux parties. Je vais te parler donc de mon activité professionnelle actuelle, qui est donc cartomancienne, tarologue et sophrologue, même si c'est entre parenthèses la sophrologie pour le moment. Et je vais te parler, donc te faire un petit 2 sur mon activité pro passée, donc avant la maladie, puisqu'il a été impossible, malgré plusieurs tentatives sur 2 années d'affilée, voilà, il n'a pas été possible pour mon corps de reprendre mon activité pro passée.
Euh, Et c'est à ce moment-là, du coup, hein, à l'issue de la maladie, que j'ai choisi euh, de faire vivre ma passion, puisque je ne pouvais pas travailler à cette période-là. J'ai choisi de partager ma passion. Donc j'ai d'abord fait, du coup, beaucoup de tirages gratuits. J'avais créé une page Facebook à l'époque, j'avais même pas Instagram. Euh, J'avais créé une page où du coup je faisais des guidances gratuites et puis je proposais des guidances gratuites en échange de retours pour pouvoir moi m'améliorer, etc. Et puis par la suite, donc j'ai fait des tirages sur dons libres. Et au bout de plusieurs mois comme ça, à cheminer et à me retrouver voilà, avec des tirages libres qui m'étaient payés de façon à laquelle je ne m'attendais pas. Ça m'a permis de prendre conscience de ma capacité, de mes compétences, de mon potentiel. De la valeur de ce que je proposais, du chemin que j'avais fait avec les cartes pour pouvoir ensuite être dans quelque chose autour donc, de la transmission pour les autres. Et donc, je me suis par la suite lancée officiellement donc, en créant l'entreprise en tant que cartomancienne, tarologue, donc en tant qu'outil de guidance et d'accompagnement, à la fois un portail introspectif, mais également un portail à des énergies plus subtiles. Et du coup, pour cette partie-là, donc liée à mon activité pro, j'ai choisi aucune originalité. Le Rider-Waite-Smith classico-classique et le Lily White Tarot. Donc, Lily White Tarot, c'est après le Rider-Waite-Smith, donc, c'est le tout premier autre tarot que j'ai eu, en dehors du Marseille, puis du Rider-Waite-Smith. Euh, pardon. J'ai découvert avec ce jeu-là l'univers incroyable et infini de la collection de cartes, en fait, hein, de tous les tarots qui pouvaient exister, tant en mass market qu'en tarot indépendant et auto-publié. Et celui-ci a été du coup le tout premier, non seulement le tout premier en dehors des très classiques et originaux Marseille Rider-Waite-Smith, mais également le tout premier tarot auto-publié. Donc Célia Mélesville, créatrice française en plus. Donc ça avait été un immense coup de cœur. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ces deux-là ? Parce que, tout simplement, mes tout premiers tirages officiellement payants en tant que cartomancienne professionnelle, je les ai réalisés avec ces deux tarots-là, accompagnés d'oracles. Donc celui-ci, il est connu aussi, hein, puis ça fait des années, je crois qu'il est sorti en 2018. Moi, je l'ai acquis en 2019. Donc je ne sais pas si tu le vois, mais c'est tout en dorure là. J'aime énormément ce jeu et en fait ce qui était chouette pour moi c'est que je trouvais un petit peu quand même un mi-chemin. Je suis pas sûre que ce soit la volonté de Célia, mais je trouvais moi un mi-chemin, tu vas le voir dans la disposition des éléments, entre le Marseille et le Rider. Bon, cet ermite, je l'aime d'amour fou. Voilà, tu vois ici, on a deux bâtons, mais on n'a pas toute une scène illustrée. On a des éléments, je trouve ce jeu magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré avec, et là, ça me donne vraiment envie de d'y retourner. Tu vois, là, on est sur un 10 de denier, 7 de bâton. Qu'est-ce que j'aime cette carte. J'adore ce jeu.
Alors j'ai tellement travaillé avec, que, évidemment, avec la collection, tout ça, je l'ai un peu mis de côté, mais il reste très cher à mon cœur. Et je pense que je vais y revenir parce que tu vois, c'est tout ce que j'aime en ce moment. Là, les cartes qui sont illustrées de façon symbolique, donc comme je te le disais dans les précédentes vidéos, mais pas trop détaillées en termes de scène de vie, plutôt une mise en scène symbolique comme ça. Voilà, moi, ça me parle beaucoup. J'adore l'espace que ça laisse à mon ressenti. Voilà, mais après, on reconnaît quand même la patte Rider-Waite-Smith, hein. Donc voilà, je t'en montre pas de trop parce que voilà, il est pas tout jeune, ce jeu est assez connu, mais on sait jamais, hein, tu peux aussi tomber sur cette vidéo en... dans tes tout débuts avec les cartes et le découvrir. Donc Célia Mélesville, tu peux la retrouver sur Instagram. Elle a également une chaîne YouTube du même nom où elle partage un petit peu son processus créatif, etc. Donc voilà pour le Lily White Tarot, qui est donc le premier jeu avec lequel j'ai officiellement démarré ma pratique professionnelle et réalisé des tirages pour lesquels on me payait en reconnaissance de mon travail. Et le Rider-Waite-Smith, bon bah voilà, là aussi, c'est avec lui, hein, tout simplement, que j'ai démarré. Pour autrui. Même si le Marseille, je m'en servais pour autrui auparavant, mais uniquement, soit uniquement des majeurs parce que j'avais pas assez confiance en moi, soit de toutes les cartes, mais alors uniquement avec 2-3 personnes très 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 proches. Il a fallu un chemin. Donc voilà, pour les jeux, pour mon activité pro, pour te parler de mon activité pro actuelle. Et je te montre autre chose, donc ce coup-ci en lien avec mon ancienne activité pro, donc avant maladie. Donc je te l'ai dit, j'étais dans le social. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants et adolescents, notamment en décrochage scolaire. Donc j'ai travaillé pendant une année, j'ai eu un contrat avec une association où je faisais du coup, alors j'organisais des accompagnements pour des élèves décrocheurs scolaires de collège, lycée et école primaire également, parce que oui, hein, il y a des quartiers où à l'école primaire, il y a déjà du gros décrochage scolaire. Donc c'était pour des quartiers comme ça, plutôt en difficulté. Donc deux types de choses. J'organisais des accompagnements en dehors des établissements scolaires d'aide à la scolarité, d'ouverture également sur la ville, sur la culture, voilà, sur tout un tas d'autres choses. Et au sein des établissements scolaires, on organisait des activités, des événements, des ateliers, voilà, tout un tas de choses. Des projets qu'on faisait avec certaines classes, avec les jeunes, voilà, principalement dans les collèges. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément passionnée et donc j'ai voulu aller plus loin. J'ai donc choisi de reprendre des études pour faire une formation professionnelle d'éducatrice spécialisée. Donc j'étais en deuxième année quand je suis tombée malade. Je n'ai donc jamais pu aller au bout de cette formation. Cependant, c'est une formation professionnelle donc pendant laquelle j'ai été stagiaire éducatrice spécialisée dans plusieurs endroits, notamment un centre social et notamment au CDEF, donc qui est le centre départemental de l'enfance et de la famille. C'est en fait le foyer d'accueil d'urgence du département de la Haute-Garonne. Donc voilà, en tant que stagiaire, je participais donc à ces accueils d'urgence et j'ai travaillé du coup pendant des mois dans un foyer pour adolescents, garçons, au sein du CDEF, hein, parce qu'il y a le CDEF et puis ils ont plusieurs petites structures.
Euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Évidemment, il y a certainement un lien avec mon histoire familiale parce que bah, c'était une façon de là où moi on n'avait pas pu m'accompagner et me réparer dans ce que j'ai vécu enfant et adolescente. euh, je voulais pouvoir apporter une petite lumière sur le chemin d'autrui. Euh, donc il y a tout un chemin introspectif hein, suite à ça aussi de questionnement pendant ma maladie, hein, un petit peu ce truc de la sauveuse et puis une quête de réparation à travers autrui. Cependant, ça a été une expérience fabuleuse. Voilà, j'adore cette énergie-là et tout particulièrement avec les ados. Et donc, j'avais envie de te montrer un dernier jeu. Donc là, j'ai pas la boîte parce qu'il était dans un petit coffre. Mais ben, pendant cette période-là, avec les ados, on a très souvent utilisé le Dixit. Et on ne l'a pas utilisé pour jouer, mais on l'a ou pas pour jouer au Dixit, on l'a utilisé comme un support d'expression de soi, de faire connaissance, de se raconter, d'extérioriser son histoire, ses sentiments, ses émotions, de se relier à d'autres. Euh, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon social des DUXP un outil de médiation du coup. Et voilà, donc on pouvait par exemple étaler les cartes sur la table et bah, chacun devait aller chercher 5 cartes euh, dont il pouvait s'inspirer pour se présenter ou raconter une période, un événement de sa vie, euh, pour parler de ses peurs, pour parler de ses qualités, de ses ressources. Voilà, c'était vraiment un support comme ça, le Dixit. Et du coup, bah, mine de rien, c'était aussi une façon de travailler avec des cartes. Alors là, plutôt en termes d'outils de médiation et d'outils projectifs. Donc voilà, j'en ai plusieurs des Dixit. Voilà, je t'en ai sorti un pour te montrer un peu. Donc au départ, c'est un jeu de société euh, auquel on aime beaucoup jouer à la maison. Et voilà, donc j'ai fait le lien avec cette activité pro passée. Et je l'ai aussi utilisé, le Dixit, de façon comme un oracle. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà, voilà pour les jeux qui pouvaient être en lien avec mon activité pro, donc présente et passée. Eh bien, nous sommes presque à 1h30. J'ai fait la première moitié de ce tag. Je vais m'arrêter ici et je te proposerai du coup, d'ici quelques jours, la deuxième partie. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir m'ouvrir davantage et te partager un petit peu mon cheminement, ma sensibilité, mon parcours de vie. Parce que tout ça a participé à la personne que je suis aujourd'hui, à l'ouverture de conscience, à la sensibilité que j'ai aujourd'hui. Et, et au-delà du coup de raconter sa vie, moi je trouve que c'est très riche les partages d'expériences comme ça, j'adore ça, parce que ça permet de faire des ponts, des parallèles en soi,
de prendre conscience de certaines choses à travers le vécu d'autres personnes, d'y piocher des ressources, des idées, des inspirations, de redonner parfois un élan de foi, d'espoir, de nourrir de nouvelles réflexions sur certains sujets. Voilà, je trouve que les témoignages comme ça, les parcours de vie, c'est quelque chose qui est précieux à partager. Et j'ai envie également que ce soit un biais de partage pour moi, pour faire passer tout un tas de choses que j'ai à faire passer. Euh, donc voilà, écoute, je te fais de très gros bisous. J'espère que c'était chouette pour toi. Si tu as apprécié, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire ou à partager. Ça soutient et puis ça fait chaud au cœur et ça me permet moi de savoir que le contenu te plaît et de me donner de l'élan pour la suite. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à tout bientôt.